Mon petit-fils dormait dans mes bras, son front encore moite de fièvre. Moi, assise sur le canapé du salon, le dos hurlant de douleur. C'était la 3e nuit d'affilée que je passais là, sans oreiller, sans drap, sans repos. Mon fils Julien est passé à côté de moi en coup de vent, son sac à dos sur l'épaule. « Tu pourras lui donner son bain plus tard ?» a-t-il demandé sans même me regarder. Camille est épuisée. J'ai simplement hoché la tête. Il n'a même pas remarqué la fatigue dans mes yeux. Ou peut-être l'a-t-il remarqué et a-t-il préféré l'ignorer. Le bébé s'est agité. Il était trop chaud. Je me suis levée lentement, allant jusqu'à la cuisine chercher de l'eau. Ma belle-fille était assise au bar, riant toute seule en regardant des vidéos sur son portable. « Bonjour », dis-je en murmurant. « Il a encore de la fièvre. Tu penses qu'on devrait l'emmener chez le médecin ?» Elle n'a même pas levé les yeux. C'est juste la chaleur. Et ce n'est pas la peine d'en faire trop, vous savez. Ici, personne n'est novice avec les enfants. Ce « vous » m'a fait plus mal que prévu. J'ai respiré profondément. Je suis retournée sur le canapé avec le bébé. À chaque pas, l'inconfort dans mes jambes augmentait. Quand je me suis rassise, mon fils était déjà parti. Pas même un « bonne journée ». C'est là, avec le poids du bébé sur mes genoux et mon corps qui appelait au secours, que je me suis souvenue de ce qui était prévu pour ce matin-là. Le jour du virement, cette aide mensuelle que j'envoie depuis presque 3 ans. De l'argent qu'il traite comme un automatisme, comme si c'était mon obligation. J'ai serré le bébé contre ma poitrine et j'ai fermé les yeux. Une question résonnait en moi, tranchante, inévitable. Et si j'arrêtais tout simplement de payer, parce que peut-être, juste peut-être, ce dont ils avaient au besoin n'était pas mon aide, c'était mon absence. Si cette histoire vous a déjà captivé dès les premières secondes, imaginez ce qui va suivre. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Ici, vous trouverez des histoires vraies, fortes et émouvantes que personne d'autre ne raconte. Je m'appelle Sylvie. J'ai 66 ans, une modeste retraite et un fils que j'aime plus que je ne peux l'expliquer. Ou du moins, que j'aimais. J'ai été veuve très tôt. Il avait 9 ans quand j'ai perdu son père. Et depuis, la vie est devenue un long marathon de privations silencieuses. J'ai travaillé comme aide cuisinière pendant 34 ans. Même les jours où j'avais mal aux jambes, même les matins où mon âme voulait rester au lit, j'y allais. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait. Un petit garçon aux grands yeux qui me demandait toujours de rentrer tôt. Et je rentrais. Toujours. J'ai vécu pour lui. J'ai tout planifié pour lui. La fête d'anniversaire avec le gâteau acheté à crédit, les baskets que j'ai mis 3 mois à payer, les après-midi où je somnolais dans le bus parce que j'avais passé la nuit à coudre des uniformes pour compléter mes revenus. La vie m'a donné peu de choses, mais l'une d'elles, c'était lui. Et quand il a eu son diplôme, quand il a commencé sa vie d'adulte, j'ai pensé « ça y est, maintenant, je peux respirer ». Mais respirer est devenu un luxe. Quand il s'est marié, je me suis sentie au second plan. Je comprenais. C'était naturel. La vie change. Mais je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais une ombre. Un nom qui n'apparaissait dans les conversations que lorsque l'argent manquait. Au début, j'aidais avec plaisir. Quand il s'est retrouvé au chômage pendant quelques mois, c'est moi qui ai tenu la baraque. J'ai rogné sur mes courses, sur mes loisirs, sur mes médicaments, pour maintenir leur toit. Mais ce qui était temporaire est devenu permanent. L'aide que je versais pour garantir leur stabilité est devenue une habitude. On ne prenait même plus la peine de me remercier. Et puis le bébé est arrivé. Mon petit-fils, Gabriel, la promesse d'une nouvelle chance. Quand Camille est tombée enceinte, ils m'ont appelé pour me demander des conseils. J'étais si émue. Je me suis sentie à nouveau intégrée. J'ai acheté la layette, j'ai ressorti des couvertures que j'avais gardées de son enfance. J'ai préparé mon cœur à prendre soin à nouveau, cette fois d'une nouvelle vie. Mais ce que j'ai reçu, ce fut le silence. Je suis arrivée chez eux avec une valise pleine de cadeaux et le cœur rempli d'amour. Et dès le premier jour, j'ai été traitée comme un extra. Une pièce qui sert, mais qui n'a pas besoin de soins. Je dormais sur le canapé, je m'occupais du bébé, je faisais la vaisselle. Et j'entendais des plaisanteries voilées comme « Vous aimez bien aider, n'est-ce pas ?» ou « Qui a une mère à la retraite a tout pour lui ?» Mais personne ne me demandait si je le voulais. Personne ne me demandait si je le pouvais. J'étais juste la mère, la grand-mère, le virement, le réconfort, le corps. Et peu à peu, je me suis rendu compte, plus personne ne m'appelait par mon nom. Même « maman » ne sonnait plus comme avant. C'était juste un titre,
un mot de passe pour accéder à mon temps, à mon argent et à ma patience. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose a commencé à bouger, quelque chose qui avait dormi bien trop longtemps. Et quand cette chose se réveillerait, elle n'accepterait plus d'être traitée comme un vieux meuble dans la maison de jeunes gens. Je ne voulais pas grand-chose. Je voulais qu'on m'invite à dîner, même s'il n'avait pas besoin de moi pour cuisiner. Je voulais arriver chez mon fils et entendre « Assieds-toi, maman. Repose-toi un peu. Tu veux un café ?» Je voulais que quelqu'un, une seule fois, m'offre une couverture avant que je ne la demande. Que quelqu'un remarque que mon genou me fait mal quand je monte les escaliers. Que quelqu'un se soucie de savoir si j'avais bien dormi. Parce que ces dernières années, tout cela avait disparu. Après son mariage, toute attention était devenue contenue. Camille, sa femme, toujours avec un sourire formel, comme quelqu'un qui tolère une vieille locataire. Et mon fils avait disparu derrière des mots pratiques. Tout va bien. Tu peux le faire. C'est juste pour un instant. Au début, je comprenais. C'est la vie d'adulte, n'est-ce pas? Ils ont leur propre routine, leur propre monde. J'étais juste le soutien, la réserve, celle qui est là quand tout le reste échoue. Mais le temps a passé, et j'ai commencé à réaliser que je voulais plus. Plus qu'être utile, plus que payer des factures, plus qu'être disponible. Je voulais faire partie. Je voulais manquer à quelqu'un sans qu'il soit en difficulté. Je voulais que ma présence ne soit pas un signe d'urgence, mais d'affection. Je voulais exister sans m'offrir d'abord. La naissance de mon petit-fils a ravivé cette flamme avec force. J'ai vu cet enfant et j'ai pensé, cette fois, c'est la bonne. Maintenant, tout va changer. Je vais m'en occuper. Je vais le bercer. Je vais lui apprendre à marcher. Je serai la grand-mère qui l'emmène au parc et qui garde des secrets dans sa poche. Et, au fond, je voulais qu'il le voie, que mon fils le voie, qu'il voie à quel point j'étais encore là, à quel point ma présence comptait. Je voulais qu'il me regarde différemment, avec reconnaissance, avec fierté. Je voulais entendre de sa bouche « Maman, tu es essentielle ». Cela semble peu. Mais pour moi, cela aurait été tout. Pendant les premières semaines après l'accouchement, je me suis donné corps et âme. Camille semblait toujours fatiguée, et j'anticipais. Je changeais les couches, je préparais des tisanes, j'organisais le berceau. J'arrivais tôt, je partais tard. Je pensais qu'un geste en entraînerait un autre. Mais la réaction était toujours la même. Silence, tension, indifférence. Je me souviens de la fois où j'ai laissé un gâteau tout prêt au frigo avec un mot « J'espère que votre journée a été bonne », avec toute mon affection, Sylvie. Le lendemain, le mot était à la poubelle, le gâteau intact, et personne n'a rien dit. À chacun de mes gestes, une couche de glace s'épaississait entre nous. Et pourtant, je continuais. Je continuais parce que mon cœur implorait une fissure d'affection. Parce que je pensais que si je donnais assez, à un moment donné, quelqu'un me le rendrait. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont seulement demandé plus. Et plus encore. Jusqu'au jour où Camille m'a demandé de dormir chez eux quelques jours pour aider avec les nuits. Elle a dit que c'était temporaire. J'ai pris ma valise, mes vêtements propres, mes médicaments. Ils m'ont donné le canapé, sans demander si je pouvais, si je voulais, si j'en avais les moyens. Et là, au milieu de la nuit, avec mon petit-fils dans les bras et le corps courbé par l'épuisement, j'ai compris ce que c'était. J'étais l'aide, le service de nuit, l'économie sur la crèche. Je n'étais pas de la famille. J'étais fonctionnelle. À ce moment-là, mon désir a changé. Il a cessé de concerner l'affection. Il est devenu une question de respect. Après tout ce que j'avais donné, mon temps, ma jeunesse, mon amour, mon argent, le minimum que je voulais, c'était la dignité. Un oreiller, une chambre, un geste, un regard qui disait « Vous n'avez pas à faire ça toute seule ». Mais personne ne l'a dit. Et j'ai réalisé, si je ne me donnais pas ce respect moi-même, personne ne le ferait. Mon désir n'était plus d'être aimé. Je voulais être traité comme un être humain, comme une femme, comme une mère, comme quelqu'un qui se fatigue aussi, qui mérite aussi d'être soigné. Et si la seule façon de l'obtenir était d'arrêter de servir, alors peut-être, pour la première fois, devais-je arrêter de donner. Seulement ainsi, ils comprendraient la valeur de tout ce qu'ils avaient reçu sans jamais remercier. L'appel est arrivé un mercredi matin. Mon fils parlait vite, la voix étouffée, comme s'il appelait des toilettes. « Maman, tu peux venir quelques jours ? Camille ne dort pas bien depuis l'accouchement. Le petit a des coliques sans arrêt. Je travaille trop. C'est dur en ce moment. » Je n'ai pas hésité. J'ai raccroché,
J'ai préparé ma petite valise avec des vêtements légers, j'ai pris de la pommade pour les irritations, cette tisane qui aide le bébé à évacuer les gaz, et un sac de couverture que j'avais cousu avec des tissus de pur coton. Dans mon sac, j'ai aussi mis un cadeau pour Camille, une crème hydratante qu'elle avait dit aimer pendant sa grossesse. J'ai pris le métro le cœur battant, moitié peur, moitié joie. J'allais aider, j'allais être utile à nouveau, j'allais faire partie de leur vie. Je suis arrivée avant le déjeuner. Camille a ouvert la porte avec le bébé dans les bras et un visage sans maquillage, des cernes profonds. Mais elle n'a pas souri. Elle a juste dit « Ah, c'est vous ? Entrez ». Je suis entrée. L'appartement était un peu en désordre, comme on pouvait s'y attendre avec un nouveau-né. J'ai immédiatement offert mon aide. Mon fils a surgi de la chambre, m'a embrassée à la hâte et a dit « Merci vraiment d'être venu. On est à bout ». J'ai laissé les cadeaux sur la table. Personne n'a regardé. Après quelques minutes, il a montré le canapé du salon. « Tu peux rester ici. C'est juste pour quelques jours, le temps qu'on s'organise. » J'ai acquiescé. J'ai essayé de ne pas montrer ma surprise. Il n'y avait pas d'oreiller, pas de drap, rien. J'ai mis mon sac derrière le canapé et je suis allée directement à la cuisine. J'ai préparé une tisane pour Camille, j'ai nettoyé l'évier, j'ai rangé quelques couches. En fin d'après-midi, j'ai bercé le bébé pendant près d'1 heure jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle était allongée, regardant son portable. Le père disparut devant son ordinateur avec un casque sur les oreilles. Pour le dîner, elle a cuisiné quelque chose de trop épicé. Mon estomac, sensible, n'a pas supporté. Quand j'ai demandé un peu de riz nature, elle a simplement répondu « Si vous voulez, vous pouvez vous le faire ». Le lendemain, je me suis réveillée avec les pleurs du bébé. Je suis allée dans la chambre, lentement, en respectant leur espace. Camille était assise, le bébé sur ses genoux, les yeux vitreux fixés sur le mur. Elle ne s'est même pas tournée vers moi. « Tu veux que je le prenne un peu ?» ai-je demandé. Elle a fait oui de la tête, comme si elle déléguait une tâche à une employée. Et ainsi de suite le 3e jour, et le 4e, et le 5e. Les tâches augmentaient, l'attention diminuait. J'ai commencé à remarquer. Personne ne me demandait comment j'allais, si j'avais bien dormi, si j'avais besoin de quelque chose. Je me suis retrouvée en vieille pantoufle, les cheveux attachés n'importe comment, à laver à la main les vêtements du bébé pendant qu'ils regardaient une série dans leur chambre. Je me suis retrouvée à nettoyer du vomi sur le tapis, à changer une couche, à cuisiner un bouillon, à passer la serpillière. Et, par un après-midi étouffant, mon fils est rentré, a jeté son sac par terre et a dit « Tu peux prolonger ton séjour ?» On pensait prendre un petit week-end pour voyager, pour se reposer. On en a vraiment besoin. Je me suis retournée lentement. J'avais un torchon dans les mains, les cheveux collés au front par la sueur. Voyager ? Oui, 3 jours. Juste nous deux. Tu garderais le bébé, n'est-ce pas ? Il adore être dans tes bras. Camille est apparue dans la cuisine à ce moment-là et a dit, sans se cacher, « Mais maman, s'il vous plaît, pas de climatisation. La facture était exorbitante le mois dernier. Il suffit d'utiliser le ventilateur. Gabriel dort mieux à la chaleur. La cuillère m'est tombée des mains. Le bruit a résonné comme un claquement. Cette nuit-là, allongée sur le canapé, j'ai ouvert l'application de la banque. C'était le 20, le jour du virement. Mes doigts tremblaient. L'appartement que j'avais aidé à financer. Le fils qui avait grandi dans mes bras. La belle-fille qui traitait ma présence comme une faveur tolérée. Et maintenant, il me demandait de m'occuper du bébé pendant qu'il voyageait, sans chambre, sans climatisation, sans respect. J'ai fermé l'application, pour la première fois, sans faire le virement. Et là, dans le noir du salon, entre le bruit du ventilateur et le son lointain de la télévision, j'ai compris. Il ne me voulait pas par amour, il me voulait par commodité. Et moi, j'étais sur le point de couper le fil qui les maintenait si confortablement. C'était un vendredi. Il était plus de 8 heures du soir. J'avais Gabriel dans les bras, le berçant doucement dans le fauteuil du salon. Mes bras me faisaient mal. Mes hanches me lançaient. Ma tête était lourde. Pourtant, je faisais le même mouvement, encore et encore. En avant, en arrière, très lentement. Camille était dans sa chambre, porte fermée. Mon fils, enfermé dans son bureau. Le dîner ? Une lasagne surgelée que j'avais préparée seule, après avoir nettoyé le sol de la cuisine que Gabriel avait sali de lait le matin. Je ne dînais pas avec eux, ni par habitude, ni par choix. C'était comme si ma présence devait être silencieuse, discrète, fonctionnelle.
Ce soir-là, j'ai décidé de parler. J'ai attendu que Gabriel s'endorme. Je l'ai déposé avec précaution dans le lit parapluie installé dans le salon. Puis, je suis allée à la cuisine, où mon fils venait de se servir un verre de soda. Il n'a même pas remarqué que je l'observais depuis quelques secondes. « On peut parler 1 minute ?» ai-je demandé, en essayant de garder une voix ferme. Il s'est retourné lentement, avec l'air de quelqu'un qui s'attend déjà à être dérangé. « Bien sûr, mais vite, d'accord ? Je suis épuisée aujourd'hui. » Cette phrase m'a blessée. J'ai néanmoins continué. J'ai ressenti certaines choses et j'ai pensé qu'il était juste d'en parler. Ce n'est pas une plainte, c'est juste une demande de respect. Il a croisé les bras. Il avait la même expression que lorsqu'il était adolescent et que je lui interdisais de sortir. « Parle, maman. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je suis ici pour aider. Mais dormir sur le canapé est devenu compliqué. J'ai mal au dos, le ventilateur ne suffit pas contre la chaleur et les moustiques m'empêchent de dormir. Je voulais savoir si vous pouviez libérer le débarras, juste pour que je sois un peu plus à l'aise. » Il a soufflé, lentement, avec insistance. « Maman, tu es sérieuse ? » « Oui, » ai-je répondu. « Je ne demande pas le luxe, juste un espace plus convenable pour me reposer. J'ai fait beaucoup de choses ici et... » « Ah, d'accord, » m'a-t-il interrompu en levant les mains. « Alors maintenant, tu te sens exploitée ? » « Je n'ai pas dit ça, » ai-je répondu, le cœur battant la chamade. « Tu ne l'as pas dit, mais tu l'as insinué, comme si c'était notre devoir de te donner une chambre, comme si on te maltraitait. Mais, maman, pour l'amour de Dieu, tu es à la retraite. Tu passes tes journées à la maison. Tu ne paies pas de loyer. Tu ne paies pas la nourriture. Et en plus, tu te plains ? Je suis restée figée. Le sang s'est glacé sur mon visage. « Je viens ici pour vous aider, » ai-je dit à voix basse. « Et on t'en remercie. Mais ne transforme pas l'aide en une exigence. Nous aussi, on est fatigués. Camille ne dort pas bien. Je travaille toute la journée. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Une chambre d'hôtel ?» Sa voix s'était élevée. Et, à cet instant, Camille est sortie de la chambre, le bébé dans les bras. Elle s'est arrêtée sur le seuil et a regardé la scène, en silence. Le bébé pleurait doucement, mais elle n'a pas essayé de le calmer. Elle attendait simplement. « C'est injuste », ai-je murmuré. Je change les couches, je donne le bain, je lave le linge, je cuisine. Tout ça sans rien demander. Je voulais juste un peu de confort. Il a ri. « Du confort, maman ? Tu fais ça parce que tu le veux ? Personne ne te l'a demandé. Enfin si, c'est toi qui t'es proposé, avec une grande fierté. Et maintenant, tu joues les martyrs ? » C'est alors que Camille a parlé, pour la première fois. « Si c'est trop lourd, Sylvie, peut-être qu'il vaut mieux que vous rentriez chez vous. On se débrouillera. » La façon dont elle a dit « Sylvie » en me vouvoyant m'a détruite de l'intérieur. Mon fils a acquiescé. « Oui, c'est peut-être ça. Tu es très sensible ces derniers temps. Tu dramatises tout. » « Je dramatise ? Oui, il y a des gens qui savent vieillir avec légèreté, maman, sans trop s'en mêler. Tu ne peux pas vouloir transformer notre maison en la tienne. » Ce dernier coup m'a frappé de plein fouet. Ma gorge s'est nouée. Mes yeux ont commencé à piquer. Mais je n'ai pas pleuré. Je les ai regardés. Le bébé pleurait dans les bras de sa mère, mais personne ne bougeait. Aucun d'eux ne semblait percevoir le son. Moi, si. J'entendais chaque sanglot de ce bébé. Parce que c'est moi qui avais calmé Gabriel tant de nuits. C'est moi qui avais perdu le sommeil, qui m'étais sali les mains, qui m'étais sali le cœur en essayant de faire partie de leur vie. Et maintenant, j'étais une gêne, un obstacle, un fardeau avec une colonne vertébrale bloquée et un oreiller emprunté. Je voulais juste être vue. Mais là, c'était comme si j'étais un meuble du salon, utile, invisible, remplaçable. Je suis retournée au canapé à petits pas. Mes jambes tremblaient, mon corps criait, mais ce qui faisait vraiment mal, c'était le silence. Je me suis allongée sur le rembourrage déformé, avec le bruit du ventilateur dans les oreilles. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis que j'étais arrivée, j'ai souhaité ne jamais être venue. Peut-être valait-il mieux les laisser avec le vide qu'ils prétendent que je n'ai pas le droit de combler. Cette nuit-là, le sommeil n'est pas venu. Mon corps fatigué réclamait du repos, mais mon esprit ne le permettait pas. Je suis restée là, allongée sur le côté, sur ce canapé étroit, les yeux ouverts dans le noir, fixant le contour de la bibliothèque comme si elle pouvait m'offrir des réponses. Leurs mots résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau. Personne ne vous l'a demandé. Vous le faites parce que vous le voulez. Sylvie.
la façon dont ils avaient parlé, le ton, la naturalité avec laquelle ils m'avaient mise à la porte, sans crier, sans agresser, mais en me poussant à chaque geste vers l'abîme de l'insignifiance. J'ai avalé chaque phrase comme si c'était des éclats de verre. Je n'ai pas pleuré. J'avais déjà trop pleuré dans ma vie. Au début, quand mon mari m'a quittée, enceinte et seule. Puis, quand mon fils est tombé malade et que je dormais assise sur des chaises d'hôpital. Et encore plus tard, quand ma mère est morte sans pouvoir me voir réaliser mon rêve d'une vie tranquille. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je suis restée silencieuse, car ce que je ressentais n'était pas de la tristesse. C'était une sorte de vide. Comme si la femme qui était arrivée là, avec son sac de cadeaux, ses draps propres et ses yeux pleins d'espoir, avait été aspirée par ce canapé. Il ne restait que la carcasse. Je me suis réveillée le lendemain avant tout le monde. Je me suis levée doucement, sentant mes os craquer comme du bois sec. Je suis allée à la salle de bain avec ma serviette à la main. Sur le lavabo, une brosse à dents abandonnée, du fil dentaire sale, des cheveux collés au carrelage. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Elle était là. Sylvie, 66 ans, mère, grand-mère, retraitée, les yeux cernés, la peau fatiguée, les cheveux attachés à la hâte. Cette femme, elle avait déjà supporté beaucoup de choses, mais peut-être avait-elle atteint sa limite. Je suis retournée dans le salon. La maison était encore silencieuse. Je me suis assise sur le canapé, les paumes de mes mains posées sur mes jambes. J'ai regardé autour de moi, le lit parapluie, les jouets éparpillés, la poussette appuyée contre le mur. Tout autour de moi me disait « Tu es ici, mais tu n'es pas d'ici ». J'ai ouvert mon sac. J'en ai sorti l'agenda où je note les factures, les recettes et les souvenirs. Là, entre une page marquée d'un dessin de Gabriel fait au crayon et une autre avec la recette de la tisane à la camomille, il y avait le reçu, le dernier virement, 800 €, chaque mois, depuis 2 ans et 8 mois, sans faute, sans question. La première fois, c'était par nécessité, puis c'est devenu une habitude, un accord implicite, un « merci » de plus en plus rare, et enfin, un silence complet, comme si l'argent faisait simplement partie de leur vie, comme le gaz, l'électricité, Internet. Mais personne ne se demande qui paie la facture d'Internet. Personne ne se soucie de savoir qui en supporte le coût. Ce matin-là, alors que le soleil commençait à filtrer à travers les rideaux du salon, j'ai pris une décision, définitive, sans esclandre, sans cri. Je suis retournée dans la chambre. J'ai pris ma valise, encore à moitié faite. J'ai rassemblé mes vêtements avec des gestes mécaniques. Plier, ranger, plier, ranger. À la fin, j'ai regardé le cadeau que Camille n'avait jamais ouvert, la crème hydratante encore dans son sac. Je l'ai prise, je l'ai regardée et je l'ai reposée. Ce n'était plus mon rôle d'insister. J'ai écrit un court billet. Merci pour l'accueil. Je rentre chez moi aujourd'hui. Prenez soin de Gabriel. Affectueusement, Sylvie. Je l'ai posé sur la table. Un geste simple. Comme tous les miens. Personne ne s'est réveillé. J'ai fermé la porte doucement, traînant ma valise sur le sol du balcon jusqu'au portail. Même les chiens n'ont pas aboyé. La ville commençait déjà à respirer, mais là, tout semblait mort. J'ai commandé une voiture via une application. Le chauffeur a souri, m'a demandé si je déménageais. C'est un retour, ai-je répondu. Un retour à moi-même. Sur le chemin, je n'ai pas regardé en arrière. Mes doigts ont glissé sur mon téléphone. J'ai ouvert l'application de la banque. Le solde était là, intact. Le montant du virement mensuel était toujours programmé pour dans 3 jours. L'écran bleu clair semblait me fixer, me défier. Et alors, j'ai annulé. J'ai appuyé sur le bouton. Un clic, une confirmation. C'est fait. Un geste de quelques secondes qui avait mis toute une vie à se produire. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai laissé tomber ma valise par terre. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai ouvert les fenêtres, le soleil est entré, l'odeur de lavande que je mets toujours dans mes chiffons flottait encore dans l'air. Je me suis assise sur mon canapé. Simple, mais le mien. J'ai regardé autour de moi. Tout ici me connaissait. Chaque coussin, chaque photographie sur l'étagère, chaque assiette dans le placard. Ce matin-là, j'ai pris mon petit déjeuner lentement, en silence, les pieds nus sur le sol froid, et une certitude naissait en moi, comme quelqu'un qui revient à la vie. Je peux aimer sans m'annuler. Je peux prendre soin sans être exploité. Et je peux, oui, dire « ça suffit », sans perdre ma tendresse.
Ils pensaient que je n'étais qu'affection. Mais maintenant, ils allaient découvrir ce qui se passe quand l'amour trouve ses propres limites. Rentrer chez moi, c'était comme plonger dans une mer calme après des semaines à nager à contre-courant. Il n'y avait pas de pleurs de bébé, ni d'ordre déguisé en suggestion, ni de silence qui blessait plus que des mots. Il n'y avait que moi, et un canapé qui ne me faisait pas mal au dos. La première nuit, j'ai dormi 9 heures d'affilée, sans interruption, sans surveillance, sans la peur de mal respirer et de paraître ingrate. Quand je me suis réveillée, mon corps était encore endolori, mais pour la première fois, j'ai senti que la douleur allait passer, et elle n'était pas que physique. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai fait du café, j'ai mis une vieille chanson à la radio, et je me suis assise avec mon agenda sur la table. Là se trouvaient les registres, les virements mensuels, le nom de la banque, les heures exactes d'envoi, chaque montant noté avec soin. Non pas par contrôle, mais par loyauté, parce qu'une partie de moi a toujours cru qu'aider un fils était synonyme d'amour. Et l'amour, je n'ai jamais su le refuser. Mais maintenant, je devais apprendre, pas à aimer moins, mais à m'aimer moi aussi. J'ai pris le téléphone, j'ai ouvert l'application de la banque. Le bouton « Annuler le virement permanent » brillait en bleu. Il suffisait d'appuyer, mais mon doigt s'est arrêté en l'air. J'ai respiré profondément. Je suis retournée dans le passé un instant. Je me suis souvenue de la fois où j'ai vendu ma seule alliance pour lui payer des cours de soutien. Je me suis souvenue du lait périmé que j'ai raclé du frigo pour qu'il ne manque pas de goûter. Je me suis souvenue de dormir assise, avec lui fiévreux sur ma poitrine. Et puis je me suis souvenue du canapé, du ventilateur bruyant, du « personne ne te l'a demandé », du « il vaut peut-être mieux que vous rentriez chez vous ». Mon doigt a touché l'écran. Un clic. C'est fait. Le virement était annulé. Je me suis levée de ma chaise en sentant quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité, ni de la colère. C'était autre chose. Quelque chose entre le soulagement et la fermeté. Comme si, enfin, j'avais fait quelque chose pour moi, non pas contre eux, mais pour moi. Les jours suivants, le silence fut absolu. Aucun message, aucun appel, aucune réclamation. Le 3e jour, j'ai acheté une nouvelle plante. Un spathiphyllum. Je l'ai mise sur le balcon. Le 5e, je suis allée à la papeterie et j'ai acheté un nouveau cahier. J'ai décidé d'écrire, de consigner des pensées, des recettes, de bons souvenirs. Cela m'apaisait. C'était comme parler avec moi-même, sans hâte, sans jugement. Le 7e, je me suis inscrite à un cours de jardinage à la maison de quartier, tous les lundis, à 16 heures. J'ai pris un carnet et j'ai noté chaque détail sur la terre, l'engrais, l'arrosage. Je me suis sentie vivante. Le 10e jour, le téléphone a sonné. C'était lui, mon fils. Sa voix était basse, hésitante. « Salut, maman. Ça va ?»« Ça va. » Silence. C'est que j'ai vu que la banque a annulé le virement. J'ai pensé que c'était peut-être une erreur. Ce n'était pas une question. C'était un test. Ce n'était pas une erreur, ai-je répondu. Ah, je vois. Un autre silence. C'est juste que ce mois-ci, on est un peu plus serré. Gabriel est tombé malade, on a acheté du lait en poudre, des couches. Tu sais ce que c'est. Je sais, ai-je répondu. Je sais exactement ce que c'est. Il a toussé, a hésité. Tu vas le refaire ? Ma réponse est venue sans précipitation, sans dureté, mais avec précision. Non, je ne le referai pas. Maman, attends, on en avait parlé. Tu avais dit que tu aiderais jusqu'à ce que Camille se stabilise avec son travail. J'ai dit que j'aiderais tant que je serais respectée. Et ce n'est plus le cas. Silence. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu le son étouffé d'une porte qui claque. Un pleur en fond sonore. Peut-être Gabriel, peut-être Camille, peu importe. Mon fils a murmuré quelque chose. Un « je vois », un « d'accord ». Je ne sais pas exactement. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil frappait fort sur le mur de la maison voisine. Les fleurs du spathiphyllum se balancèrent légèrement. Cet après-midi-là, j'ai lavé ma nouvelle parure de lit. Je l'ai étendue sur le séchoir. Je me suis souvenue du canapé dur de leur salon. Je me suis souvenue de l'odeur de lait caillé mêlé de dédain. Et j'ai réalisé, ma maison sentait la lavande. Et plus important encore, ma vie recommençait à sentir la mienne. Quelques jours plus tard, ma sœur m'a appelée. « Sylvie, tout va bien ? Julien a dit à Sandra que tu avais disparu. Tu ne les aides vraiment plus ? » C'est exact.
Mais je n'ai pas disparu. Je suis juste retournée là d'où je n'aurais jamais dû partir. Tu es sûre? Absolument. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, cette certitude ne faisait pas mal. Elle ne culpabilisait pas. Elle libérait, simplement. Parce que quand on comprend sa propre valeur, le reste cesse de peser. Combien de fois avez-vous ravalé vos larmes pour maintenir la paix? Si cette histoire vous touche, laissez un like et commentez ci-dessous. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls et que notre voix compte aussi. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'est pas le silence. C'est le temps qu'il a duré. Des jours entiers sont passés sans que mon téléphone ne sonne. Pas de message, pas de « bonjour maman », pas de « comment vas-tu ». L'absence de contact était en fait un cri muet, orgueilleux, plein d'attente. Peut-être espérait-il que je regrette, que je revienne sur ma décision, que je m'excuse d'avoir enfin choisi de penser à moi. Mais je ne suis pas revenue. Ce que j'ai fait, à la place, c'est de réorganiser la maison. J'ai changé les rideaux, acheté un nouveau drap, mis du vernis rouge sur mes ongles, chose que je n'avais pas faite depuis le baptême de Julien. De petites choses, peut-être stupides, mais qui portaient un poids symbolique. Je me voyais à nouveau. Le lundi suivant, je suis allée à mon cours de jardinage. Le professeur a parlé des plantes qui poussent en sol aride, qui apprennent à survivre même dans des environnements hostiles. Une dame à côté de moi a dit « Elles ne fleurissent que lorsqu'elles arrêtent d'essayer de plaire au mauvais terrain ». J'ai souri. Parce que c'était ça. J'avais trop essayé de fleurir dans un endroit où l'on ne faisait que m'arracher les racines. Ce même jour, en rentrant chez moi, il y avait une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, 3 billets écrits à la main. L'un d'eux était de Camille. « Sylvie, j'espère que vous allez bien. Gabriel s'ennuie de vous. Moi aussi. Tout a été un peu intense et peut-être qu'on en a trop dit. Ou pas assez. J'aimerais qu'on discute, si vous le voulez. » Le deuxième billet était de Julien. « Maman, je sais que j'ai eu tort. On fait des erreurs en essayant de bien faire, je sais que ça n'excuse rien. Mais j'aimerais te voir. On peut prendre un café ?» Le troisième était un dessin. Fait au crayon de cire bleue, des lignes tordues, une figure féminine tenant un bébé. À côté, un soleil souriant et 4 lettres griffonnées avec effort. « Mamie ». Cela m'a brisé. Pas de douleur, mais de tendresse. Gabriel, mon petit-fils. Il le sentait, il comprenait, mais je n'allais pas courir vers eux. Pas encore. Parce que ce dont j'avais besoin maintenant, ce n'était pas une réconciliation immédiate. C'était une reconstruction. Et reconstruire exige du temps, de la patience et de la distance. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit avec les 3 billets à côté. J'ai pris mon agenda et j'ai écrit une phrase en haut de la page « Il n'y a pas de force plus grande qu'une femme qui a cessé de mendier de l'affection. » Et pour la première fois, j'ai été fière de moi. Pas seulement pour la décision de couper l'aide financière, mais pour quelque chose de bien plus profond. J'avais brisé le cycle. Le cycle de m'effacer, de m'offrir entièrement en attendant des miettes de reconnaissance, d'accepter moins juste parce que j'étais une mère, juste parce qu'une mère endure tout. Non, une mère ressent, une mère se fatigue, une mère a aussi des limites. Et maintenant, il le savait. Le lendemain, j'ai préparé un gâteau. Pas pour eux, pour moi. Au chocolat avec un glaçage au café, mon préféré. Pendant qu'il cuisait, le téléphone a sonné. C'était Julien. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu quelques minutes. Il a laissé un message. « Maman, je t'aime ?» Je ne savais juste pas comment le montrer. J'ai lu le message calmement. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose s'est adouci en moi. Pour la première fois, il ne parlait pas d'argent, d'aide ou de faveur. Il parlait d'amour. Simple, brut, de la manière dont j'avais attendu si longtemps de l'entendre. J'ai répondu par 2 mots. « Merci, mon fils. » Rien de plus. Simple, brut. Et je suis allée manger mon gâteau, seule, mais pas solitaire. Parce que là, dans ce silence plein de sens, j'étais en compagnie de moi-même. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. La journée s'est levée, lourde. Le ciel chargé est arrivé en même temps que le réveil à 6 heures. Dehors, le bruit de la rue semblait lointain, étouffé par le matin silencieux de ma maison. Je me suis étirée lentement avant de me lever. J'avais un léger tremblement dans les mains. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'attente. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. J'ai vu Sylvie dans mes yeux fatigués, mais déterminée. Pour la première fois depuis des années,
Je n'ai pas vu seulement la mère, ni seulement la grand-mère. J'ai vu une femme qui avait franchi une limite pour sa propre dignité. Une femme qui avait compris que sa valeur n'était pas proportionnelle à ses sacrifices. J'ai esquissé un petit sourire avant de sortir. Sur la table de la cuisine, j'ai laissé une tasse de tisane chaude, un arôme de camomille et d'espoir. Puis, j'ai enfilé mes baskets et je suis sorti marcher. Le soleil était encore faible, mais il promettait déjà de la chaleur. À 15 heures, j'ai reçu un message de Julien. Il demandait à venir chez moi. Il y avait quelque chose d'important. Ma poitrine s'est serrée. C'était un mélange de crainte et de fierté. Aurait-il encore le courage de se montrer? Quand il est arrivé, il portait Gabriel dans ses bras. Le bébé était rouge, fiévreux, avec une température élevée et les yeux embués par un sommeil interrompu. Julien a parlé d'une voix fragile. « Maman, Gabriel a de la fièvre depuis 2 jours. Camille, elle est partie hier. Elle ne répond même pas au téléphone. Je crois que c'était trop pour elle. Et je ne savais pas quoi faire. Mon cœur s'est emballé. Le fils qui m'appelle au milieu du chaos, le petit-fils qui a besoin de moi, c'était le rapprochement que j'attendais. Je n'ai pas riposté. Je n'ai pas questionné. Je l'ai simplement invité à entrer. Il a franchi la porte en hésitant, tenant le petit avec soin. La maison est restée silencieuse. Je n'ai pas posé de questions rhétoriques. J'ai juste tendu la main. Je suis allée à la cuisine. J'ai posé ma main sur le poignet chaud de Gabriel. Ce contact a ravivé cet instinct ancien, maternel, urgent. J'ai mis le bébé dans la poussette moelleuse que je gardais dans le placard. J'ai pris une serviette douce, les mouillé d'eau tiède et les maintenu sur son cou jusqu'à ce que les spasmes diminuent. On dirait qu'il a des sueurs froides, ai-je commenté. Il est brûlant, maman, a répondu Julien, la voix brisée. Il était là, enfin vulnérable, sans masque, sans la posture du responsable qui résout tout. Juste un fils qui, pour un instant, admettait son impuissance. J'ai mis une compresse sur le front du petit et je me suis assise avec eux dans le salon. La fièvre persistait. Ils sont restés en silence. La nuit est arrivée sans prévenir. J'ai préparé une infusion de camomille avec du miel et la lui ai offerte avec soin. Julien en a bu une gorgée et mes yeux ont croisé les siens. À cet instant, j'ai vu quelque chose de nouveau, du regret et de la reconnaissance. Pas des mots vides, mais un geste brisé d'humilité. « Je suis vraiment désolé », a-t-il murmuré. Sa voix était presque inaudible. Je ne m'en suis pas rendu compte avant. Je pensais qu'aider financièrement suffisait, que devenir un adulte, c'était ignorer ta douleur. J'ai eu tort. J'ai tenu la main qui tenait la tasse. Une chaleur différente s'est répandue, sans remords, sans rancune. Juste de la compréhension que ces erreurs étaient la conséquence de l'ignorance émotionnelle qu'ils avaient reconstruite ensemble. La nuit est tombée, sombre. Le silence de la ville s'est endormi tout autour. À la maison, le bébé dormait, mais la paix tardait encore à venir. Julien a posé sa tête sur mon épaule et m'a serré la main avec force, blessée, mais vivante. « Tu veux faire quelque chose ?» ai-je demandé. L'instinct maternel était toujours là, même dans ces moments. Il est resté à me regarder, les yeux fixes, et il a secoué la tête. « Je sais que tu pourrais payer un hôtel, mais j'ai préféré l'amener ici. S'il arrivait quelque chose, je savais où te trouver. » Ces mots m'ont transpercé. Ce n'était pas seulement un remerciement tardif, c'était de la révérence. C'était admettre ma valeur en tant que femme, pas seulement en tant que mère. La fièvre est tombée le matin. Gabriel dormait paisiblement, mais ce qui avait vraiment changé, c'était l'énergie de la maison. Une légèreté, un espace respirable. Julien est venu vers moi avec une enveloppe. Elle était scellée. Je ne lui ai pas permis de me dire quoi que ce soit avant de l'ouvrir. À l'intérieur, un contrat simple. Une feuille de papier avec des conditions. Maison partagée. Respect mutuel. Espace privé. Utilisation de l'aide financière optionnelle. Discussion basée sur le dialogue. Famille sans obligation. C'était de lui. Il l'avait écrit. Pas du jour au lendemain, mais après avoir pesé chaque mot. C'était un symbole, un accord écrit, une promesse qui ne tenait pas en quelques mots. Un nouveau départ avec des limites claires. « Tu veux que je signe ?» a-t-il demandé, la voix incertaine mais ferme. J'ai signé. C'était comme signer une sentence non pas de séparation, mais de relation collective avec dignité. Son sourire fut timide, un petit soupir de soulagement. L'alignement des doigts, le papier reposant sur la table, une présence de justice invisible mais solide.
Mon fils n'a rien dit de plus. Il n'y a pas eu de discours. Seulement la permission d'être là à nouveau, mais cette fois par choix mutuel et respect réel. Je me suis réveillée ce matin-là avec un cœur différent. La maison était déjà plus légère. J'ai parlé à l'agent immobilier et j'ai décidé de garder l'appartement. J'étais encore fière de cet acte de propriété, obtenu à la sueur de mon front. Mais ce qui a changé, c'est la perception. Aujourd'hui, quand on m'appelle pour m'occuper de Gabriel, je m'approche avec générosité, mais aussi avec des limites. Je lave toujours ses petits vêtements, je lui donne toujours son bain, je lui prépare toujours son goûter, mais plus comme un gage émotionnel. Maintenant, comme une grand-mère consciente de sa valeur et de son choix. Il m'appelle, maintenant avec respect, sans peur de paraître inopportun. Quand j'entre chez eux, un sourire m'accompagne, celui de quelqu'un qui sait que je suis là par amour, pas par silence. Et chaque nuit, quand je dors dans mon lit, je sens un poids quitter mon corps. Parce que ce jour-là où il est arrivé avec de la fièvre et que j'ai décidé de ne pas être sauvée avec mon orgueil blessé, j'ai découvert que ma force ne résidait pas dans mon effacement. Elle résidait dans mon respect de moi-même. Et c'est à ce moment-là, entre le corps fragile de mon petit-fils et le silence repentant de mon fils, que j'ai compris que mon histoire n'était pas celle d'un sacrifice. C'était celle d'une reprise, d'un tournant, d'une femme qui a cessé de chercher sa place dans d'autres maisons jusqu'à ce qu'elle réalise que sa maison était en elle-même. Le lendemain de notre rencontre, l'atmosphère a changé. Il n'y a pas eu d'explication directe, mais l'impact était visible dans leurs regards. Mon fils est arrivé avec un visage plus tendu que d'habitude, comme s'il retenait trop de mots. Ma belle-fille, silencieuse, évitait le contact visuel direct. Le bébé souriait, confus, sans comprendre le poids qui flottait dans l'air. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un message de Camille. J'avoue que j'ai hésité avant de le lire. Je savais que ce n'était pas seulement une demande. C'était un test. Mais j'ai respiré profondément et j'ai ouvert le message. « Sylvie, merci pour hier. Gabriel s'est remis plus vite grâce à vos soins. Je sens que mon ton a été dur. La façon dont j'ai demandé à utiliser la maison, sans vous demander si vous pouviez, c'était un manque de respect. Est-ce que je peux passer vous voir ce soir? J'aimerais qu'on discute. » Ma poitrine s'est serrée. Pas de peur, mais d'un mélange d'attente et de tension contenue. Ce message ne demandait pas pardon, mais il admettait une erreur. Et ça, c'était déjà suffisant. Le soir, elle est arrivée. Elle portait des vêtements simples, les yeux rouges. Elle a passé une main sur ses épaules comme pour se donner du courage. Je lui ai demandé de s'asseoir. C'était ma maison. Mais, d'une certaine manière, j'avais l'impression d'avoir cédé le plus grand espace. Elle a commencé d'une voix basse. Je dois m'excuser, pour tout. Pour avoir dormi sur le canapé avec Gabriel sans vous remercier. Pour avoir exigé sans valoriser. Vous n'avez jamais rien demandé, jamais rien exigé. Et je vous ai traité comme une obligation. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai vu le mélange de culpabilité et de fatigue. Merci de le reconnaître, ai-je répondu calmement. Mais ce moment ne porte pas sur vos erreurs. Il porte sur la manière dont nous pouvons être différents maintenant. Elle a hoché la tête et fermé les yeux un instant. « Voulez-vous que je vous aide avec quelque chose ?» a-t-elle offert. J'ai répondu avec un sourire tranquille. « Votre simple présence est déjà une aide. » Elle a souri en retour. Un sourire doux, léger. Pour la première fois, il semblait sincère. À cet instant, Julien est entré. Il les a regardés tous les deux comme quelqu'un qui cherche la permission d'être là. Je l'ai appelé « Viens, mon fils ». Il s'est approché et s'est assis. Chaque geste était silencieux, sans hâte, une invitation tacite. Je l'ai d'abord regardé, puis Camille, et j'ai dit « La vie a un coût quand quelqu'un offre sans recevoir de respect. Mais elle a aussi un nouveau départ quand nous comprenons les limites de l'autre. » Julien a hoché la tête lentement. J'ai compris. On s'ajuste encore. Ça a été difficile, mais je promets de m'améliorer. Camille a inspiré profondément. Je ne veux plus que ça se répète. Je veux apprendre. Le respect, le temps et les limites. On peut recommencer ensemble? Sa voix est sortie douce, mais ferme. C'est alors que j'ai senti quelque chose rire en moi, une joie tranquille. Le réconfort de savoir que je n'avais pas eu besoin de crier pour être entendue. Que le tournant n'avait pas été une imposition. C'était un choix, et ils étaient prêts à choisir avec moi. Dans les semaines qui ont suivi, le changement s'est opéré par de petits actes, mais profonds. Ils ont réorganisé leur routine de nuit pour que je n'aie pas à dormir sur le canapé. Ils ont acheté un bon oreiller.
Quand j'arrivais, il y avait des tasses de tisane chaude sur la table, une fleur fraîche dans un vase. Si je disais que le bébé dormait mal, ils proposaient leur aide. Pas par obligation, avec empathie. Un jour, Julien est entré dans mon appartement avec un journal. Il a montré un reportage sur de vieilles maisons rénovées par des personnes âgées qui avaient trouvé de nouveaux sons dans leur silence. « Ça me fait penser à toi », a-t-il dit avec un sourire. Mon cœur s'est empli. Ce n'était pas une blague, ni de la condescendance. C'était de la reconnaissance. Plus tard, Camille m'a invité à déjeuner à l'extérieur. Dans un restaurant simple, avec une table en bois et une lumière naturelle, une conversation légère, des rires discrets. Elle m'a demandé quelle était ma fleur préférée. J'ai demandé une rose blanche. Elle m'a offert un simple bouquet en cadeau. Les pétales délicats m'ont mis les larmes aux yeux de nostalgie. Et Gabriel, il me regardait différemment. Quand il me voyait, il tendait ses petits bras, attrapait mon doigt, souriait. Je sentais qu'il m'accepterait sans réserve. Pas comme une obligation, comme de l'amour, comme une partie de quelque chose de plus grand. Un dimanche, nous sommes allés au parc. J'ai apporté une couverture. Nous nous sommes assis en cercle sur la pelouse. Le bébé courait, ses petits doigts verts d'herbe. Julien riait, Camille apportait des fruits. Je me sentais au milieu de générations qui se comprenaient. Moi, la grand-mère qui n'avait même pas besoin d'exécuter une fonction pour exister. Simplement être, c'était suffisant. Quand nous sommes rentrés, ils sont sortis se promener et m'ont laissé assise avec une tasse de thé sur la terrasse. La lumière du soleil tombait doucement. J'ai trouvé un mot sur la table. Pour Sylvie, merci de nous rappeler ce que c'est que de prendre soin. Toujours avec amour, maintenant aussi avec respect. Les mots tremblaient sur le papier, écrits à la main. J'ai pleuré, mais pas de douleur. J'ai pleuré de soulagement. De voir que, avec des limites et de la fermeté, nous avions construit un pont bien meilleur que n'importe quel pont fait de sacrifices. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un voisin. Quelqu'un de la paroisse a mentionné qu'il y avait eu des murmures dans le voisinage. Cette grand-mère a imposé ses limites et est restée digne. C'était beau à voir. Ils ont dit que j'étais devenue un exemple. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine et j'ai souri. Je ne voulais pas être sous les feux des projecteurs. Je voulais de la clarté. Et je l'ai eue. Aujourd'hui, quand on m'appelle pour aider avec le bébé, je le fais avec amour, mais pas avec épuisement. Quand j'entre dans la maison de mon fils, je me sens accueillie et j'offre la paix. S'il y a un malentendu, nous en parlons. S'il y a une fausse gloire dans la routine domestique, nous la déconstruisons. Mon petit-fils grandit dans un foyer où sa grand-mère n'est pas une ombre. Elle est une présence et elle est écoutée. Un soir, je me promenais dans le parc avec Camille. Pendant que Gabriel dormait dans sa poussette, elle m'a confié « J'avais peur de te perdre par orgueil. Mais les files d'attente à l'hôpital, le choc des factures, m'ont appris que de l'amour sans reconnaissance ne naît que la douleur. » J'ai respiré profondément. Je lui ai pris le bras avec délicatesse. Ces mots ont tout scellé. Plus victime, plus spectatrice. Maintenant participante, claire, entière et respectée. Dans le salon de ma maison, j'ai un cadre simple. Une vieille photo de mon fils à 6 ans. Derrière l'image, il est écrit « Elle m'a élevé avec amour, et maintenant, elle choisit de vivre avec dignité. » C'est mon tournant. Pas une punition, pas une vengeance, une renaissance. Parce que j'ai compris que certaines relations ne se renouvellent que lorsque la personne la plus oubliée se soucie de se rappeler à elle-même qu'elle mérite aussi le respect. Et c'est ainsi que dans le silence des petites actions réformées, ils m'ont enfin vue, et je me suis reconnectée à celle que j'ai toujours été. Je suis assise ici, sur mon canapé familier, dans le silence confortable de ma maison. Les jours continuent, éclairés par le calme que j'ai étendu sur la corde à linge. C'est étrange de penser à la femme que j'étais. Tout cela semble si lointain. Maintenant, je vois que nous existons par choix, pas pour occuper un espace, ni pour servir. Pendant des années, j'ai confondu amour et sacrifice. Je croyais qu'être mère, c'était renoncer à soi-même. C'était se rendre invisible, s'occuper de ses enfants jusqu'à oublier qu'on avait aussi besoin d'être soigné. Aujourd'hui, je comprends que le respect ne se mendie pas. Le respect s'exige. Avec des limites claires, avec une fermeté sereine, avec une clarté émotionnelle. Je me suis autorisée à m'arrêter. J'ai arrêté d'amortir ma douleur pour le bien des autres.
J'ai arrêté de dire oui quand ce que je voulais, c'était le silence, le réconfort, la compréhension. Et le résultat n'a pas été de l'égoïsme, c'était de la dignité. J'ai appris qu'aimer inclut de se préserver, et que l'absence enseigne aussi des choses. On m'avait appris que la présence était une dévotion totale. Mais la présence peut aussi être consciente, délibérée. Quand j'ai décidé de couper l'aide financière, ce n'était pas par rancœur, c'était par prise de conscience. Pour me dire à moi-même, et à eux, clairement, que mes soins ne seraient jamais des munitions pour une manipulation émotionnelle. J'ai découvert que je pouvais offrir du temps, de l'affection, du soutien, mais la valeur de ce que je donne doit se refléter dans le regard qui me reçoit. Si je ne me reçois pas moi-même, personne ne me reçoit. Le pardon a coulé ensuite. D'abord pour moi-même, puis pour ceux qui avaient fait des erreurs. Parce que le plus grand remède n'est pas la vengeance. C'est la liberté de vivre sans de vieux linge pour vous couvrir le dos. Et puis, le nouveau départ s'est fait en silence. Je n'ai pas fait de bruit, je n'ai pas crié, mais j'ai maintenu ma position. Et pour cela, j'ai été entendue. Aujourd'hui, j'entends mon nom. J'entends « maman » avec un ton authentique. J'entends « je veux qu'on parle » là où il y avait autrefois de l'indifférence. Et s'ils disent « pardon », maintenant j'écoute. Mais je n'en ai plus besoin, parce que je me suis retrouvée dans ce que j'avais perdu. Je suis à nouveau humaine, complexe, imparfaite, fatiguée, mais entière. Et chaque fois que quelqu'un m'appelle, je le sens. J'existe, pas comme un accessoire sentimental, mais comme une femme, une grand-mère, une personne avec des choix. Qu'ai-je appris? Que les limites sont aussi une forme d'affection, que ne pas accepter moins que ce que vous méritez ne vous rend pas ingrate. Cela vous rend intègre, qu'il ne s'agit pas de couper les liens. Il s'agit de renforcer un lien qui était déjà fragile, parce que l'amour qui exige la servitude devient ténèbres. L'amour qui respecte est lumière. C'est un espace partagé, c'est de l'affection et de la liberté, ensemble. Aujourd'hui, je prends soin de moi avec patience. Je me dorlote les matins paresseux. Arroser les plantes est devenu un rituel intérieur. Le cours de jardinage m'a apporté le calme. Je souris seule en regardant des aperçus de la rue par la fenêtre. Je sais que j'ai construit un sol fertile en moi, non pour que d'autres plantent sur moi, mais pour faire fleurir ce qui était à moi. Des feuilles vertes de nouvelle vie. Et cette vie inclut maintenant l'amour des autres. Mais pas la dépendance émotionnelle, elle inclut le respect, l'espace, la reconnaissance. S'ils m'appellent pour aider, j'irai, mais avec des limites, pas comme un service automatique, et, surtout, avec plaisir. Parce que j'ai découvert que lorsqu'on vous choisit vraiment, prendre soin devient une volonté, pas une obligation. Et quand ils réalisent que pour prendre soin, il faut d'abord respecter, toute la relation change. C'est ma leçon. La vie a suivi son cours, mais à un nouveau rythme. Plus celui de celle qui sert sans cesse. Maintenant, tout bougeait en harmonie avec mes limites et avec le respect qui s'était enfin installé entre nous. Julien a repris l'intégralité de l'hypothèque. C'était une décision que je craignais de devoir exiger, mais il l'a prise de lui-même. Un geste qui a montré, il a compris que grandir, c'est aussi assumer ses responsabilités. J'ai payé les dernières mensualités de la cuisine que j'avais rénovée pour y vivre. C'était un symbole. Cela mettait fin à la dépendance financière et ouvrait la voie à de nouveaux investissements en moi-même. Camille a trouvé un travail flexible. Elle voulait s'occuper de Gabriel sans avoir à dépendre de la crèche à plein temps. Elle a trouvé un emploi à distance à temps partiel et a redistribué les tâches avec Julien. Le pacte que nous avons scellé a une clause invisible mais puissante. Mes contributions ne sont plus attendues comme une règle. Elles sont faites par affection et rien de plus. Les visites ont changé de ton. Maintenant, selon mon désir, nous convenons d'horaire. Au lieu de prévenir à la dernière minute, « Maman, viens demain », il demande « Maman, on peut passer le dimanche avec toi ?» Et cela dit tout. Il ne presse pas. Il respecte ma routine. Mes matins n'ont plus l'urgence des nuits blanches avec le bébé. Maintenant, j'arrose mes plantes calmement, je prépare le café sans culpabiliser, je suis des cours de poterie 2 fois par semaine. J'ai découvert des talents qui s'étaient endormis entre les couches et les exigences. J'ai invité une voisine à prendre le thé un après-midi. Elle a commenté « Tu as changé ». J'ai souri. C'était vrai. L'expression sur mon visage n'était pas celle d'une fatigue accumulée,
mais de quelqu'un qui a appris à respirer sans se noyer. Quand j'entre chez eux maintenant, je me sens accueillie, pas surveillée. Je reçois une tasse de tisane chaude avant de la demander. Et le bébé m'appelle du regard, tend les bras. Il ne me traite plus avec curiosité, il ressent de l'affection. Il se blottit dans mes bras par envie, pas par habitude. Et avec cette nouvelle convivialité, sont venues les petites célébrations qui n'existaient pas. Un anniversaire en famille avec un gâteau que nous avons fait ensemble. La première promenade de Gabriel au parc, légère, sans hâte. Une fête des mères où ils m'ont donné un mot. Tu as été notre sol. Maintenant, deviens ton propre refuge. Mes plantes fleurissent sur le balcon et m'accompagnent au lever du soleil. L'appartement, autrefois trop silencieux, a maintenant le son de mes histoires. De la musique ancienne à la radio, des rires avec des amis, le petit bruit de la peinture fraîche dans le pot. J'ai recommencé à rêver, à penser à des cours, à de courts voyages, même à écrire un livre de recettes familiales que j'ai apprises avec mon mari. Non plus pour plaire à deux visages qui me voyaient comme une obligation, mais pour moi, mon héritage de vie. Soudain, j'ai compris quelque chose de profond. La vie ne consiste pas à survivre à ce que les autres veulent. Elle consiste à revendiquer son espace avec tendresse et authenticité. La relation avec mon fils a changé. Avant, c'était une succession d'exigences silencieuses et d'attentes vaines. Maintenant, nous avons des dialogues sur l'avenir, des projets pour rénover la maison ensemble, même sur le fait de vieillir avec dignité. Nous sommes un trio fils grand-mère couple, où tout le monde a une voix. Et avec Camille, le respect s'est transformé en affection sincère. Elle me demande des conseils avec humilité. Elle m'invite à des événements de la communauté. Elle me montre des photos avec Gabriel et demande « Vous vous souvenez quand il a fait ses premiers pas dans vos bras ?» Je ris et je dis « Je m'en souviens, mais maintenant, il marche tout seul, avec fierté. Y a-t-il des défis ? Oui. Il y a encore des jours tendus, des discussions sur les finances, les vacances, des décisions inattendues. Mais maintenant, le ton est différent. Le dialogue est fluide. La froideur a été brisée. Et quand quelque chose coince, nous demandons « Ça va ? Tu veux qu'on en parle ?» En symbole de ce changement, ils ont changé ma façon de m'occuper de la maison. J'ai remplacé le canapé du salon par un fauteuil confortable qu'ils ont acheté avec soin. Dans ma chambre, j'ai mis un drap de couleur pastel et un cadre avec une vieille photo de mon mari souriant. Il me rappelle que j'ai appris à recréer ma vie. Et l'impact sur la communauté a été visible. Certaines voisines me citent en exemple. Elles disent « Sylvie, tu nous as appris qu'aider ne doit pas sacrifier son âme. » J'ai même reçu des invitations à prendre la parole pour raconter mon histoire dans un cercle de femmes de la paroisse. J'ai d'abord refusé. Puis j'ai accepté. Parler à d'autres femmes de limites, de respect, du fait que l'affection n'exige pas le silence. J'ai appris que ma douleur n'a pas besoin d'être imprimée en mots durs. Elle peut être partagée avec tendresse et devenir une leçon. Partager mon histoire avec la communauté m'a donné un but plus grand, et cela m'a apporté la paix. Lors d'un déjeuner de famille, Gabriel m'a regardé et a dit d'un mot mal articulé « Mamie » et a souri. J'ai vu dans ce sourire la pureté qui va bien au-delà des mots, la pureté de l'amour qui reconnaissait ma présence sans rien exiger. La dernière fois que je suis allée voir ses parents, en sentant que mon corps fatiguait, ils m'ont dit « Repose-toi, maman, on s'occupe de tout. » Et ce n'était pas une faveur teintée d'obligation, c'était un soin collectif. Je me suis permis une nouvelle vie. Ça n'a pas été rapide, ça n'a pas été automatique, mais c'était vrai. Mon nom, Sylvie, porte maintenant l'écho d'une femme qui a perdu la peur de dire non, qui a pris un café seule et s'est sentie suffisante, qui a accepté que certaines portes ne s'ouvrent que lorsqu'on se respecte soi-même. À travers tout cela, j'ai compris qu'il y a des relations qui se reconstruisent, mais seulement quand quelqu'un se choisit en premier. Et à la fin, je me suis choisie. Et cela a résonné dans la vie de ceux qui, un jour, me confondaient avec une absence. Aujourd'hui, ils me reconnaissent comme une présence. Et l'impact le plus beau que je ressens, c'est de réaliser que, lorsqu'on assume sa valeur, le monde, peu à peu, redéfinit notre place. Je suis assise sur mon canapé. Le silence a maintenant une chaleur. Je regarde par la fenêtre et je vois fleurir les plantes que j'ai rempotées. Chaque pétale me le rappelle. Cette paix a été conquise, pas donnée.
Avez-vous déjà réfléchi à la valeur de votre silence? Combien de fois avez-vous cédé à une question « Ça te va si je fais ça ?» en disant oui, même quand vous vouliez dire non. Moi aussi, j'ai dit oui, pendant de nombreuses années, de nombreuses nuits de sommeil volé, de nombreux matins où je me suis réveillée sur le canapé d'une maison qui n'était même pas la mienne, juste pour être utile. Mais un jour, j'ai annulé le virement. J'en ai eu assez de financer une relation qui me confondait avec une commodité. Je me suis délestée du poids d'être une option automatique. Et j'ai appris ce qui semblait auparavant impossible. Se respecter est un acte d'amour-propre. Si mon histoire a fait écho en vous, je veux vous inviter à faire un choix simple maintenant. Donnez un nom à votre limite. Écrivez-le sur votre téléphone, sur un bout de papier, dans votre journal ou dans votre esprit. Je ne m'effacerai plus jamais pour une gratitude qui n'est jamais venue. Partagez dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ai choisi mon respect. Moi aussi, j'en ai assez de servir et d'être invisible. J'apprends à me valoriser. Et puis, identifiez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Un enfant qui prend plus qu'il ne donne. Une amie qui se donne trop. Quelqu'un qui confond la conscience avec la culpabilité. Parce que chaque femme a le droit de dire stop et de sourire quand même. C'est le point où le silence devient une voix. Où le regard change, de celui qui cède à celui qui décide pour soi-même. Il ne s'agit pas de couper les ponts. Il s'agit de renforcer ce qui mérite d'exister. Quand vous vous choisissez en premier, le chemin devient une clairière. Et ceux qui ne croient pas en votre valeur devront retrouver le respect. Si cette histoire vous a touché, écrivez en commentaire. Aujourd'hui, je commence à prendre soin de moi. Je ne demanderai pas de l'aide, je demanderai du respect. Je vais tracer une ligne et la protéger. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la limite n'est pas une absence d'amour. C'est une conscience de sa valeur. Et si vous voulez continuer à regarder ces histoires qui émeuvent, qui interpellent et qui nous font tourner la page, restez ici avec moi. Dans les prochaines vidéos, je partagerai d'autres récits de femmes qui ont décidé de se retrouver. Non pas avec ceux qui applaudissent, mais avec ceux qui comptent vraiment, elles-mêmes. Si cette histoire a allumé quelque chose en vous, commentez. J'ai aussi appris à dire ça suffit. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de qui il est. Avant tout, continuez à regarder de nouvelles histoires qui vous émouvront, vous feront réfléchir et surtout renforceront la femme qui existe en vous.